Salut à tous, bienvenue sur Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. On est très heureux de vous retrouver avec un nouveau générique magnifique. On l'a déjà vu la semaine dernière, mais je le renote à nouveau parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ça va, Polo ? Ouais, ça va très bien. Écoute, on a vu une belle course. On s'est bien amusé avec Robin sur Twitch en la commentant. Donc, ouais, un bon week-end finalement. Ouais. Ensoleillé en plus, donc soit à San Remo ou à Paris. Donc, ou à Madrid. Ou à Madrid. Ou à Madrid. Ou à Madrid. Ou en Normandie, c'est ça ? Parce que Joseph En a bourlingué. Bourgogne-Franche-Comté. En Bourgogne-Franche-Comté, J'étais en Joseph a bourlingué Bourgogne-Franche-Comté. cette semaine. Ouais, exactement. Et je me suis bien amusé, mais j'ai quand même regardé Milan-San Remo, ne vous inquiétez pas. Qui était Tu nous as une pas belle regardé, course. nous, du coup. Et si, c'est ce que j'ai expliqué à Robin, c'est que j'ai fait les deux en même temps, forcément. C'est vrai que Robin, vous avez fait une viewing party. On peut voir d'ailleurs en screen ce que ça a donné sur le Twitch de la First Team. Et bah, vous vous êtes bien amusé. Il y a eu, c'est monté à 400 viewers. Et c'était très sympa. 450, Robin. chef. 450 à l'arrivée. Non, pour être honnête, 434. Mais il faut un chiffre rond et il faut toujours arrondir aussi supérieur. On dit vraiment Non, c'est au bien. supérieur Non, c'est 500, bien. on va dire. Hein, Non, c'était top. Ouais, c'était 500, quasi 1000. Mais c'était top. On se voit tout le temps. J'ai l'impression avec Polo. Bon, toi, t'étais pas à dispo sur le jour de San Remo, mais ouais, ça fait plaisir de se retrouver super souvent. Et puis le public est là, il débute. C'est un truc qu'on n'avait pas annoncé. Faire ce genre de chiffres, c'est vraiment encourageant pour la suite. Donc ça nous donne envie de faire encore plus de choses sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, twitch.tv/firstteam101. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, cette course que vous avez vue en direct sur le Twitch de la First Team, nous, on va la débriefer et on va regarder tout de suite. Bon, on va partir sur le focus, tout simplement. On va faire un débrief, tout simplement, de Milan-San Remo. Allez, je me demandais si j'allais le faire avant ou après le générique. En fait, je voulais qu'on regarde le top 10. Mais le top 10, on va le regarder tout de suite, Polo. Avec donc la victoire de Jasper Stuyven devant Caleb Ewan et Wout van Aert. Un podium qu'on n'attendait pas forcément, on va le dire. Bah non. Enfin, Wout van Aert, on l'attendait quand même. Mais voir Stuyven, très surprenant de le voir gagner. Et voir Caleb Ewan, surtout, je ne sais pas par lequel des deux je vais commencer, mais je pense que celui qui m'a le plus surpris, ça reste quand même Caleb Ewan et sa manière de grimpette sur le podio. À un moment, tu as même l'impression qu'il va attaquer Wout van Aert. Le voir à pareille fête, franchement, j'aurais pas misé une pièce là-dessus, mais il doit s'en vouloir quand même. Il doit s'en vouloir d'avoir laissé la victoire passer. Des occasions comme ça, il n'en aura pas souvent. Une forme comme ça, il n'en aura peut-être pas, ne l'aura peut-être plus d'ailleurs. Donc, je pense que s'il y en a un qui doit se mordre les doigts, qui a dû se mordre les doigts samedi, c'est bien Caleb Ewan qui, pour moi, m'a impressionné. Et du coup, je laisse Robin parler du vainqueur Jasper Stuyven. Ouais, Stuyven qui a fait un coup comme on en a vu sur les monuments ces dernières années avec des coureurs un peu inattendus. Il y avait eu Mollema sur le Tour de Lombardie, il y avait eu Bettiol sur le Tour des Flandres. Si on remonte un peu plus, Wout Poels sur Liège-Bastogne-Liège. On sait que les monuments, c'est des courses où les favoris peuvent se regarder parce qu'il y a une grosse pression, il y a un gros enjeu. C'est ce qui s'est passé dans le final et Stuyven en a profité. Ça aurait pu être un autre parce qu'il y avait un gros groupe dans la descente du Poggio. Il y avait quasiment une quinzaine de coureurs et c'était un peu à celui qui allait oser attaquer, aller un peu filer vers la victoire. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une seule attaque, celle de Stuyven, rejoint ensuite par Craig Andersen. Mais il y a eu seulement ces deux coureurs-là qui sont sortis et finalement ils sont allés au bout. Et on voit ce palmarès de Jasper Stuyven qui a eu déjà des belles lignes dans ce palmarès, notamment avec l'année dernière Let Nieuwsblad, les 2 étapes de la Volta qu'il a gagné en 2015. Et Kuurne Bussel-Kuurne, c'est un coureur dont on va reparler pendant l'émission, mais c'est vrai qu'avec ce Milan-San Remo, c'est clairement la plus belle ligne de son palmarès. Ouais, vas-y, je crois que tu voulais rester un peu sur Jasper Stuyven, mais t'as l'air chaud, donc je te laisse. Ouais, je voulais qu'on débriefe vraiment, qu'on rentre dans ce Milan-San Remo, histoire de voir aussi que Jasper Stuyven a profité d'une situation. Et ce Milan-San Remo, donc on le rappelle, course de près de 300 km, et qui a démarré avec Robin une échappée qui n'a pas fait vraiment peur au peloton et qui a été contrôlée en fait. Oui, l'échappée fait jamais vraiment peur sur Milan-San Remo. Voilà, on avait noté la présence des Novo Nordisk avec ce maillot que moi j'aime bien et ces coureurs qui sont chers à Paul. Et voilà, c'est un peu. Novo Nordisk, c'est la famille, hein, les gars. C'est ce qu'on avait noté sur cette échappée. Après, sur San Remo, tu sais quand tu pars en échappée que c'est une longue journée, mais bon, c'est sympa, il faisait beau. C'est pas un Milan-San Remo sous la neige, donc
ça vaut le coup d'être devant. Et puis, ça a été bien contrôlé par les équipes de favoris. Team de Klerk qui a roulé pendant un long moment en tête de peloton. Et on avait souvent aussi un Jumbo-Visma et un Alpecin Phoenix pour donner un coup de main. Donc, il n'y avait rien de surprenant. Ouais, on va voir d'ailleurs la slide suivante sur laquelle on voit, Paul, directement les équipiers des 3 favoris qui prennent la course en main. Ouais, franchement, la préparation de cette émission est maîtrisée de main de maître. Ça fait plaisir de bosser dans ces conditions. Non, mais comme Robin l'a dit, il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Voilà, il y a eu une échappée. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir Charles Planet et Andrea Perron dedans parce que c'est méga de la Novo Nordisk. Mais voilà, après, ils se sont fait comme l'a dit Robin, ils se sont fait une petite journée de vente. Tant mieux pour eux. Derrière, ça contrôlait avec les équipiers des leaders attendus. Donc voilà, somme toute classique shit. Ce qui est à noter quand même, c'est qu'on a eu une course, donc un écart qui est monté à 7,30, qui a été clairement contrôlé jusqu'à la Cipressa. Et même à la Cipressa, les gars, on a eu une course qui a été plutôt calme, en fait. Et il n'y a pas eu un rythme effréné, quoi. Non, surtout on parlait beaucoup d'une potentielle attaque dans la Cipressa. On avait vu Mathieu Van Der Poel sur Tirreno Adriatico nous faire un raid exceptionnel. On sait qu'Alaphilippe ou Van Aert sont capables aussi de ce genre de choses. Donc on se disait, est-ce que ce Milan-San Remo va se jouer dans la Cipressa, sachant que ce n'est quasiment jamais le cas depuis plusieurs dizaines d'années. Donc on avait envie un peu, j'ai l'impression, d'avoir de la nouveauté à ce niveau-là. On se rappelle qu'il y a quelques années, Nibali avait placé une attaque un peu dangereuse dans la Cipressa, mais ça n'avait pas été au bout. Donc on se posait la question et finalement, l'approche de la Cipressa a été un peu calme. La seule chose importante qu'on a eue, c'est, je dirais, le Sam Bennett qui a eu un petit problème et qui a dû revenir tout seul. Mais finalement, bon, ça n'a pas pesé pour le final puisqu'il ne serait jamais passé avec les meilleurs au Poggio. Donc voilà, on n'a pas eu grand-chose dans l'approche de la Cipressa, rien non plus dans la montée, et c'était très calme jusqu'au pied du Poggio. Ouais. On a juste eu des accélérations, Paul, de la Jumbo et d'Ineos. Sur le haut, c'est regrettable, mais c'était pas surprenant. Dès que j'ai vu en fait l'interview de Mathieu Van Der Poel où il dit bah oui, pourquoi pas la Cipressa et tout, tu sentais en fait que ça voulait un peu brouiller les pistes et que on en avait parlé pendant le live. Moi, ça me paraissait bizarre qu'il dise ça. C'est ça, et en fait, on en reparlera plus tard dans la course, mais c'est une erreur. Cette année, ça a été une erreur terrible d'avoir sacrifié la Cipressa. Surtout mais je pense que finalement, c'est un peu aussi le côté pile de cette attente où tout le monde voulait qu'il y ait une attaque. Et ben finalement, tout le monde se regardait, tout le monde attendait Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel a dit, si c'est comme ça, moi, je vais pas y aller. Wout van Aert avait décidé avec sa moment de durcir. Moi, je pensais que ça durcissait fort, mais finalement, quand on voit un peu le déroulé des kilomètres qui suivent, bah, finalement, c'était pas si dur que ça. Ça a été galvaudé, tout simplement. On est très loin des records de montée. Et les favoris, enfin en tout cas les favoris annoncés, peuvent s'en mordre les doigts. Ah, et après, on a eu Ineos aussi qui a commencé à sortir le bout de son nez. Robin, à 10 km de l'arrivée. Mais là encore, ça n'a pas non plus été un rythme incroyable, quoi. Je pense quand même que Luke Roux faisait un premier relais qui était intéressant. Après, on a eu Ghana qui a pris la tête du peloton. Et là, je pense que ça vissait quand même pas mal. L'approche du Poggio, elle a été très rapide. Ça, c'est toujours le cas, donc c'était pas surprenant. Mais Ghana a fait ensuite un boulot dans le Poggio, dans la première partie du Poggio, pour moi, qui était vraiment inattendu. Je sais pas, parce que voilà, on sait qu'il a les qualités pour faire des gros morceaux de contre-la-montre. Et il a fait son chrono, en fait, dans ce final de San Remo. Pendant 15 bornes, il s'est mis vraiment à bloc. D'abord dans la route de Rho et ensuite lui en tête. Et je pense que là, à ce moment-là, il a fait mal. Et c'était pour moi la bonne stratégie pour Ineos parce qu'ils avaient Michal Kwiatkowski comme leader, qui n'était pas un sprinter, qui aurait de toute façon joué battu face à Van Der Poel, Van Aert, encore plus face à Caleb Ewan. Donc il fallait essayer de mettre Kwiatkowski dans de bonnes conditions. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Après, ça allait tellement vite en fait avec Filippo Ganna que je me pose la question. On n'a pas trop eu la réponse. Les principaux acteurs n'en ont pas parlé. Mais est-ce que Ganna, en roulant aussi fort dans le Poggio, a empêché finalement Alaphilippe, Van Der Poel ou Van Aert de placer une attaque? Parce que l'attaque d'Alaphilippe, qui est finalement la seule qu'il y a eu dans le Poggio, elle intervient une fois que Ganna est rangé. Elle intervient à 6,5 km de l'arrivée. Voilà, on la voit là parfaitement à l'image. On voit les Ineos derrière. Il n'y a plus de Filippo Ganna. Et on a Pidcock et Kwiatkowski qui vont y aller avec une dizaine d'autres coureurs. Mais voilà, Ganna, je pense qu'il a fait un travail quand même qui a
qui a pas mal empêché les attaques. Et qui a permis aux sprinters de passer, puisqu'ils se sont calés sur l'effort de... Parce que c'était lissé. Ouais. Voilà, ça vissait, ils se sont calés sur l'effort de Ghana, ils ont mis la tête dans le guidon, ils ont appuyé sur les pédales. Dès que tu as des changements de rythme dans ce genre d'effort, ce qu'a fait Alaphilippe, c'est là que tu mets en difficulté les gros sprinters. Bon, sauf évidemment, comment il s'appelle, Caleb Ewan, qui pour le coup n'avait pas l'air d'être mis en difficulté une seconde hier. Mais Julien Alaphilippe finalement attaque. Certains diront que l'attaque elle est un peu tard. Mais après, j'ai l'impression non plus que c'était pas le Julien de ces dernières années sur le Poggio. Déjà, il n'attaque pas dans les pentes les plus fortes. Il attaque plus tard, il attaque pas dans les pentes les plus fortes. Il est suivi bien par Wout van Aert. À partir du moment où il voit Wout van Aert dans son aux fesses, qui voit Schwarzman Van Der Poel derrière, il dit j'arrête mon effort et c'est normal. Et parce qu'il a aussi vu qu'il y avait des surtout Van Aert, je pense, parce que tu dis là, si tu mais il l'a vois fait l'année dernière. Il l'a fait l'année dernière. Pour moi, le problème, c'est Van Aert. Lui, je pense que ça le dérangeait pas d'amener que Van Aert. Ah, je sais pas. Absolument, tu ramènes Schwarzman, comme il s'est Van fait Der Poel, et que tu vois aussi qu'il y a du Trentin et du Ewan qui passent. Ouais, mais là, regarde. Au sprint, j'ai aucune chance. Tu vois l'image, il a déjà fait un petit écart quand même. Si tu continues, si tu forces et que Van Aert te passe un relais, etc., tu passes sans doute au sommet du Poggio avec, je sais pas, 5-6 secondes d'avance. Ensuite, tu es 2 très bons descendeurs. Derrière, tu n'es pas sûr qu'ils s'entendent. Ils sont un gros groupe. Il y a Van Der Poel, il y a Ewan. Ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Kwiatkowski ne va pas rouler pour ramener Ewan et Van Der Poel. Donc, je ne sais pas si ça serait vraiment revenu. Si tu forces un petit peu plus et que tu fais l'écart de 5 secondes, disons, je pense que tu peux jouer ta carte. Le problème, c'est d'amener Van Aert, qui on sait va plus vite qu'Alaphilippe. Et Alaphilippe l'a déjà fait, comme tu dis, il y a 1 an. Et il s'est fait avoir. Donc je pense que c'est surtout ça. Il n'avait pas envie de refaire le même scénario. Comment vous avez interprété le placement de Mathieu Van Der Poel, qui a, pendant une grande partie de la course, été placé dans le cœur du peloton? On l'a même vu quand Sam Bennett est revenu dans le peloton, arroser son plateau, son disque. Comment vous l'avez interprété? Parce que là, par exemple, si Schwarzman ne fait pas forcément l'effort, en fait, il peut être distancé. Non, mais clairement, c'est très surprenant. Surtout qu'il avait encore des coéquipiers dans le groupe de tête, enfin dans le peloton. Le voir si bas au pied du Poggio, même au pied de la Cipressa, c'est quand même assez étonnant. Et il nous avait fait le coup sur Tirreno où il lance un sprint de très très loin, l'étape que Julien-Philippe gagne. Si Mathieu Van Der Poel ne la gagne pas, c'est parce qu'il est déjà mal placé comme ça. Il fait des efforts superflus. Pour l'instant, il ne le paye pas plus que ça. Est-ce que c'est aussi peut-être un signe qu'il n'était pas aussi en forme qu'il y a peut-être 1 mois quand il gagnait notamment le championnat du monde de cyclocross et que dans la foulée, il avait gagné l'Estrade Bianche. Il y a une semaine, il gagne encore sur Tirreno. Hein. Ouais, mais est-ce que ça aussi, ça n'a pas dû le fatiguer aussi? Et est-ce qu'il ne paye pas est-ce que c'est pas la rançon de tous les efforts qu'il fait depuis 1 mois et aussi peut-être d'un pic de forme qui était un peu plus tôt Moi, cette je pense saison? pas, parce que si c'est juste la forme, t'es bien placé, mais quand ça part, tu Parce peux pas qu'il n'est suivre. pas aérien, Là- il est pas, même en revenant, il n'est pas aérien dans le Poggio. Non, il est pas aérien, mais à ce là, moment-là, pile, je me souviens de S'il est Guillaume mieux Di placé, il est Grazia dans qui dit, ou Steve Chenel qui dit, oula, Van Der Poel, il se rassoit, et c'est vrai, il se rassoit et il se fait tracter par les mecs de ce tout groupe-là. le monde est avant de assis, revenir. hein, quasiment. Il y a qu'Alaphilippe qui est en danseuse, mais s'il est mieux placé, je pense qu'il est dans la route Van Aert. Ouais, mais Le ça, problème, c'est sûr. c'est- Mais c'est- pourquoi la question, c'est de savoir pourquoi il est aussi mal placé. Ça, pense je que c'est l'explique la pas, première fois mais qu'il je fait- pense qu'il pas fait que ce c'est une coup-là. question de jambes. Je pense que c'est. Enfin, je sais pas quelle est la raison, mais je pense pas que ce soit ses jambes, parce qu'ensuite, quand ça part, oui, il est pas une jambe au-dessus de tout le monde, mais il est quand même fort pour suivre et pour être là. Donc pour moi, c'est pas vraiment un souci de forme. C'est comme tu dis, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Son placement, il est pas toujours excellent. Alors je sais pas si c'était parce qu'il voulait se faire oublier, qu'il se disait voilà, si je reste un peu plus en retrait, on va moins me regarder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au final, c'est mal joué parce qu'il a fait plus d'efforts que les autres. C'est vrai que tu as du mal à interpréter, on va en reparler particulièrement dans le débat de Van Der Poel, mais c'est vrai que des fois il a des placements, tu l'interprètes assez bizarrement, tu sens pas trop l'état d'esprit dans lequel il est, ça me fait penser des fois un peu à un Peter Sagan sur certaines courses où tu as l'impression qu'il s'en fout ou que voilà, peut-être qu'il est pas assez en forme et qu'il veut pas vraiment le montrer. On avance dans la course, on voit donc Alaphilippe derrière à 6 km 1 coupe son effort et lui de son côté voilà, fait un premier effort. Il analyse un peu ce qui se passe autour de lui. Van Aert commence à passer un relais. On voit Van Der Poel qui est caché derrière. Puis le Poggio est passé, personne ne va sortir. Et par contre, dans la descente du Poggio, Paul, on voit un Tom Pidcock qui jusque-là a été un peu en retrait, notamment sur ces attaques-là, sort et tente d'attaquer dans la descente du Poggio. Ouais, moi je trouve, en fait, j'étais un peu partagé. Moi, chez Tom Pidcock, je trouve que c'est un très bon move d'attaquer à ce moment-là. Il le sait, il a vu tous les sprinters qui sont passés avec lui au sommet. Il sait que ce sera difficile de surprendre les sprinters et tout ce gros groupe
sur le plat. Il a tenté de durcir. D'ailleurs, il fait un petit écart. Il est pas loin de faire un bon écart avec Wout van Aert dans sa roue. On le voit très bien sur la photo. Par contre, après, il y a une question de stratégie d'équipe globale. D'ailleurs, qui est pour moi totalement à revoir sur les 20-30 derniers kilomètres d'Ineos. Je ne sais pas s'il lui fait mal, mais il l'empêche de revenir. Pendant la descente et pendant les premiers mètres pour aller jusqu'à San Remo. Je ne comprends pas trop ce move. En tout cas, à mon avis, ça va pas. Voilà, on le voit très bien sur cette photo. Il force Kwiatkowski avec Sagan à côté de lui à faire un effort supplémentaire. Je pense qu'avoir eu Tom Pidcock et Kwiatkowski dans le final aurait peut-être empêché Jasper Stuyven de les surprendre. C'est pas gênant, regarde, parce que Kwiatkowski est devant Stuyven, Paul. Oui, mais le problème, c'est tout le monde est rentré. Quand ça va rentrer et quand tout le monde va se regarder, Kwiatkowski, je pense qu'il a besoin de souffler. Et le problème, c'est que tu peux pas remettre une stratégie en place. Si Stuyven il peut y aller, Kwiatkowski pouvait aussi. Moi, je pense honnêtement, je serais un peu moins sévère que toi. Je pense que la stratégie d'Ineos, elle est bonne. Tu fatigues tout le monde dans le podio. Ganna fait un gros rythme. Tu fatigues personne dans le podio finalement. Tu fais passer les sprinters. Oui, mais tu sais très bien que si ça se joue vraiment au plus fort, Kwiatkowski, il n'est pas devant. Parce qu'il y a 3 mecs qui sont plus forts. Donc il faut finalement qu'il y ait un groupe comme ça d'une dizaine de mecs qui passent. Donc Ineos a fait en sorte que ça passe et en plus que de passer avec 2 coureurs. Pour moi, Pidcock qui fasse la descente, c'est un peu une double carte. Déjà, premièrement, t'empêches les sprinters de revenir derrière. Parce que là, bon, sa carte personnelle, comme je disais, c'est bien joué. Exactement. Si jamais on le prend pas en chasse, il sort tout seul et il y va. Très bien. Et si jamais on le prend en chasse, au moins il met un rythme et il fait en sorte que les sprinters derrière, les démarrent, Laporte et le groupe qu'il y avait avec d'autres sprinters qui est à 5-6 secondes, à l'arrivée. Donc peut-être, je ne sais pas, un peu plus réglé loin. par Bonifacio devant Nasser Boigny. Il n'a pas encore sa chance sur San Remo. Peut-être qu'au sommet du Poggio, ils sont à 10 secondes, je ne sais pas, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, il faut faire un effort pour pas qu'ils reviennent. Donc Ineos, pour moi, fait le travail comme il doit être fait. Après, ça se joue sur un brin de chance aussi. L'attaque que Stuyven place, dans la tête d'Ineos, c'était peut-être Kwiatkowski qui la mettait, cette attaque-là. Et si c'est Kwiatkowski qui la met, c'est la même histoire. Il part, personne ne le revoit et c'est réglé. Mais c'est pas Kwiatkowski qui place l'attaque, c'est Stuyven et c'est lui qui part. Et là, c'est assez incroyable ce qui se passe sur cette photo. Toutes les attitudes qu'on voit. Alaphilippe, déjà, lui, est concentré sur plutôt du côté de Wout van Aert et de Van Der Poel. Bon, déjà, du côté de la route, qui peut regarder. On a en haut à droite Tom Pidcock qui donc a placé son attaque juste avant, qui a carrément une épaule qui est tournée et il a une main qui n'est pas sur le guidon, donc il ne peut pas immédiatement répondre à l'attaque de Stuyven. Et on a Van Der Poel, lui, qui carrément touche son pied et qui va resserrer sa chaussure. Et donc Jasper Stuyven, tranquillement mais sûrement, on va le voir sur le slide d'après. Il y a une autre erreur, si je peux rajouter, erreur entre guillemets, c'est Ewan qui est calé dans la roue de Van Aert et qui ne voit que par Van Aert, qui ne se soucie pas du reste. Et on sent donc du coup qu'il y a une attention particulière qui est regroupée en gros vraiment autour d'un trio qui est Alaphilippe, Van Aert et Van Der Poel. Jasper Stuyven ne va pas caler une attaque qui va être des plus franches, on va dire, parce que en fait il va même être un peu bloqué par Julien Alaphilippe. Et Julien Alaphilippe qui commence à le sentir, mais qui va un peu ouvrir la porte comme si il voulait tester la réaction de ses adversaires. Et en fait, Jasper Stuyven, Paul, va sortir presque un peu tranquillement, quoi. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que 100 mètres avant, c'est Alaphilippe qui va faire cette attaque et justement qui est bloqué par Tom Pidcock. Et c'est à ce moment-là où justement le slide d'avant où Alaphilippe regarde ses adversaires, justement à ce moment où Alaphilippe voulait se lancer. Il n'a pas pu attaquer. Ouais. Et n'a pas pu attaquer. Et de 200 mètres derrière, c'est Stuyven qui place cette attaque. Qu'est-ce que dire de après, plus? Après, si c'est Alaphilippe qui sort, c'est pas la même réaction derrière non plus. C'est pas le plus dangereux. Après, là, la question, et c'est pour ça que je reviens sur l'équipe Ineos, c'est à partir de ce moment où Stuyven est sorti, pourquoi Ineos ne roule pas? Pourquoi Kwiatkowski parce que si tu roules, tu ramènes les sprinters. Ne se sacrifie pas pour Kwiatkowski? Pourquoi pas l'inverse? Parce que Kwiatkowski va pas sprinter de toute façon. Il va pourquoi il va pas faire un tempo pour revenir dessus? Je sais pas. Oui, Kwiatkowski aurait dû placer l'attaque que place Stuyven. C'est ça. Mais à partir du moment où l'attaque est placée de Stuyven, Kwiatkowski doit rouler. Donc, pour moi, à partir du moment où Stuyven est parti, Ineos ils ont perdu. C'est pas Ewan de rouler. Non, mais pour moi, une fois que Stuyven est parti, Ineos ils ont perdu. C'est fini. Sauf s'ils roulent derrière, ils sont deux, c'est les seuls à être deux. Si Kwiatkowski roule pour amener Pidcock, ils ont aucune chance. Ils roulent, ils ramènent Ewan, Van Der Poel et Van Aert. Mais s'ils roulent pas, ils perdent Milan-San Remo. Ils ont perdu Milan-San Remo. Moi, ça changerait en fait. À ce moment-là, à 3 bornes, quand Stuyven part, Ineos a perdu.
Ils ont perdu à ce moment-là. Tout le monde a perdu en fait. Pas encore, puisque regarde, ils sont quasi revenus à la fin et les sprinters avaient encore leur chance. Mais moi, je suis quand même assez persuadé que Ewan fait une petite erreur. C'est très dur à voir. En plus, c'est pas un coureur qui est habitué à être dans des finales de classique de cette façon-là. Stratégiquement, il a l'habitude d'être dans des sprints qui sont beaucoup plus limpides. Mais là, pour moi, il est celui qui a les meilleures jambes. Il suit Van Aert dans le haut du Poggio avec une facilité déconcertante. Pour moi, Ewan, s'il a la lucidité de se dire je saute dans la roue, il va gagner. Le problème, c'est qu'il est trop concentré sur Van Aert. Il a déjà fait deuxième de San Remo en 2018, mais il y a une fois où il était content d'être deux, et là, il regrette d'être deuxième parce qu'il s'est manqué. Il était le meilleur, je pense. Et au sprint, c'est sûr, il était le favori, même si Van Der Poel et Van Aert vont vite. Et il s'est loupé. Si Ewan saute dans la roue de Stuyven, t'as Van Aert et Van Der Poel derrière. Est-ce qu'ils seront allés? Ils l'auraient considéré peut-être de la même façon que Stuyven, pas comme l'un des trois gros favoris, et du coup il l'aurait peut-être laissé partir de la même façon. Alors pour Ewan, c'est dur de dire qu'il fait une erreur parce que c'est pas son rôle d'y aller, c'est pas lui qu'on attend. Mais une fois que tu es à l'arrivée et que tu fais deuxième et que tu sais que tu étais peut-être celui qui avait les meilleures jambes, c'est dommage. C'est ce que j'ai sur Twitch, et si tu as les jambes à ce moment-là, faut y aller parce que tu risques de tout perdre en fait si tu vas pas. Un Sagan par exemple aurait su le faire, aurait su prendre la décision d'y aller s'il avait été mieux placé et s'il avait eu les jambes qu'il n'avait pas forcément à ce moment-là. Mais Ewan, qui n'a pas l'habitude d'être dans la bataille sur des classiques, il n'a pas su le faire. On a vu que finalement c'est Matteo Trentin qui était dans ce groupe-là pour dire toute la panoplie en fait et les différences de profil de coureurs qu'il y avait dans ce groupe-là. C'est finalement Matteo Trentin qui va lancer la poursuite de Jasper Stuyven. Mais Jasper Stuyven, lui, n'était pas là. On voit Caleb Ewan qui est calé dans la roue de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui fait l'effort. Wout van Aert aussi. Van Der Poel est un peu plus loin derrière. Bon, il prend une petite roue d'écart. Et on va voir qu'un seul homme a répondu véritablement à l'attaque de Jasper Stuyven, c'est Søren Kragh Andersen. Et Søren Kragh Andersen, sur l'image qu'on va voir juste après, on est à 600 mètres. Et c'est peut-être ce qui va sauver Jasper Stuyven, Robin, parce que il lui passe un relais et derrière, elle va être battue. Comment est-ce que tu as interprété cette attitude-là du coureur du team DSM? Beaucoup ont dit que c'était une erreur et qu'en fait, il avait offert la victoire à Jasper Stuyven sur le plateau. S'il roule pas, il va pas gagner non plus. En fait, il roule en disant déjà, il faut qu'on arrive. Il a exactement fait ce qu'on vient de dire en disant ce qu'on voulait que Caleb Ewan fasse. Un peu. Alors, Caleb Ewan aurait peut-être un peu plus joué, mais il fallait faire ça. Il n'y avait aucune autre chance. Il y en a qu'un qui gagne à la fin. Il a couru pour gagner. Il y en a qu'un, voilà, exactement. Pour gagner, il faut déjà que tu arrives pour la victoire. S'ils roulent pas à ce moment-là, ils se font manger. Exactement. Donc déjà tu roules, j'ai envie de te faire un câlin. Tu fais en sorte d'arriver pour la victoire et ensuite tu te bagarres. Et bon, Stuyven allait plus vite, Kragh Andersen était un peu cramé. Voilà, ça le fait pas. À la fin, ça le fait pas. Mais au moins, il a tenté et il a eu sa chance de voir la victoire, de se dire qu'il jouait à la victoire. S'il roule pas, ils se font reprendre. Et qu'est-ce qu'il va faire avec le peu d'énergie qu'il avait dans les jambes? Il va faire un sprint et faire 12e. Et puis il y a peut-être ce petit côté, on a fait la nique au favori, donc j'ai un peu moins de regrets que prévu. Surtout, DSM et Sunweb, ils courent comme ça, j'ai l'impression, depuis un moment. On l'a vu pas mal l'année dernière sur le Tour de France avec Kragh Andersen, avec Hirschi, avec Roche, avec Andersen qui a gagné le jour du mariage de Joseph d'ailleurs. Exactement, et ils avaient couru ça comme avec ça. Ton oncle à la sortie de l'église. C'est vrai, ça fait plaisir. Ah oui, en m'attendant. Donc voilà, en tout cas, il court d'une façon où il peut penser à la victoire, alors que s'il prend pas ce relais, c'est fini. Alors complètement d'accord. Son objectif à lui, c'est pas de faire perdre Stuyven, c'est d'essayer d'aller lui gagner, donc il court pour ça. Et comme l'a très bien dit Robin, s'il roule pas à ce moment-là, il a aucune chance de gagner. Donc quoi qu'il arrive, il a donné le tout pour le tout et ça s'est pas passé, mais au moins il aura aucun regret. Après, c'est vrai que Stuyven pourra lui payer une bière. Ouais, clairement. Oui. Est-ce que vous avez apprécié tout simplement cette édition de Milan-San Remo qui a été quand même différente des autres années, mais qui se termine avec la victoire d'un outsider qui est Jasper Stuyven? Elle était très tactique et au final, on en parlait pas mal aussi. On avait beaucoup parlé sur Twitch avec Robin sur cette espèce de sprint qui ne ressemble à aucun sprint dans l'année sur la Via Roma. C'était une course très tactique. Certains étaient déçus du vainqueur parce que le vainqueur n'a pas un nom ronflant ou n'est pas français. Moi, je tire mon chapeau à Stuyven qui justement, tactiquement, a réalisé un coup de maître.
derrière, c'était des jeux mentaux, des jeux de regard, des jeux de placement. Et j'ai trouvé, comme d'habitude, C'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est ça, une course chiante entre guillemets. Et je sais que ça fait mal au cœur de Robin quand je dis ça, jusqu'à 25-30 km de l'arrivée. Mais après, c'est peut-être les 30 plus beaux kilomètres de la saison. Et encore une fois, on s'est régalé. On vient de faire une palette de 20 ou 30 minutes sur 10 km, quoi. Donc voilà, ça veut tout dire en fait. Surtout, le petit regret qu'on peut avoir, c'est que ça n'ait pas bougé plus tôt dans le Podio. Voilà, c'est ça. Et qu'il n'y ait pas eu un peu plus d'action dans le Podio. Mais ensuite, voilà, après, dans la Cipressa, c'est une attente particulière cette année parce qu'on s'imaginait qu'il pouvait se passer quelque chose. Mais en vérité, il ne se passe jamais vraiment grand-chose dans la Cipressa. Donc pour moi, la frustration, elle est minime. Après, la descente du Poggio, c'est toujours pareil. La descente du Poggio et les 3 derniers kilomètres, c'est toujours la même chose. Il y a souvent un mec ou deux qui vont tenter. Derrière, c'est très tactique parce qu'on se dit, voilà, est-ce qu'on roule pas? Et tous les ans, c'est la même chose. Et quand c'est Alaphilippe qui gagne, quand c'est Van Aert, quand il y a le trio Kwiatkowski, Sagan, Alaphilippe, quand il y a Nibali qui gagne, c'est toujours la même histoire. Et d'habitude, quand le mec en solitaire gagne ou le petit groupe de 2-3 gagne, on est généralement content parce qu'on n'a pas envie d'un sprint royal sur la Via Roma. Là, c'est entre les deux. C'est pas un sprint. C'est encore une fois le mec solo qui a gagné. Moi, je suis plutôt, je trouve, comme dit Polo, qu'on a vibré sur la fin de course. Après que le vainqueur ne soit pas spécialement sexy ou que ce soit pas le coureur qu'on apprécie, ça c'est c'est la subjectivité de chacun. C'est j'ai perdu l'expression, mais c'est à l'appréciation de chacun. Merci Joseph. Mais franchement, si on a la même course et que sur la ligne Ewan ou Van Aert saute Stuyven, pour moi ça change rien à la beauté de la course. Ouais, je la trouve même presque moins belle, tu vois, dans le déroulé, tu vois, parce que le coup stratégique de Stuyven est beau. Il y a une vraie bataille avec les mecs derrière. Derrière, il y a une vraie bataille mentale aussi. On sait que c'est une course tactique, sans Remo. C'est ça. toujours. Après, le petit regret aussi, c'est voilà le tracteur Filippo Ganna qui finalement, même s'il visse, permet quand même aux sprinters de passer malgré une ascension presque record, parce qu'on est encore dans le. Je crois qu'on tape encore le top 5 des montées les plus rapides du Poggio. Malgré une ascension record comme ça, tu fais passer Trentin, tu fais passer Ewan, tu fais passer Colbrelli et juste derrière, tu as Peter Sagan. Il faudra peut-être revoir stratégiquement pour plus mettre en difficulté les sprinters. Peut-être dès la Cipressa, aller peut-être plus vite, visser un peu plus. Ouais, parce que ou attaquer, ou en tout cas pour les coureurs du profil d'Alaphilippe, Van Der Poel ou même Van Aert, même si Van Aert peut jouer sur les deux tableaux, peut-être attaquer un peu plus tôt. Mais encore une fois, on est sur notre canapé et... Exactement. Loin d'être à la place des coups. Effectivement, avec une Cipressa qui a été montée, on le rappelle, en une dizaine de minutes, ce qui est un temps relativement élevé comparé à la normale. Et donc, on arrive avec la victoire de Jasper Stuyven, et donc, on va dire, la défaite de 3 hommes, Julien Alaphilippe, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, ce qui nous amène au débat tout de suite. C'est parti. Excellente transition de Joseph. Merci Polo. Victoire de Jasper Stuyven, défaite de Alaphilippe, Van Aert et Van Der Poel. Tu refais la même transition. Voilà, et du coup, je réexplique parce que c'était un moment de télé d'exception. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que tel qu'on peut le lire ensuite à la fin de cette course, c'est véritablement la défaite de 2-3 hommes qui étaient vus comme 3 monstres, 3 hommes presque. Qui étaient presque imbattables, qui étaient après les Strade Bianche notamment, et l'enchaînement des courses, parce qu'il n'y a pas eu les Strade Bianche, mais ils paraissaient vraiment largement au-dessus du lot. Et puis derrière, il y avait une panoplie d'outsiders, mais ces 3 hommes n'ont pas gagné. D'ailleurs, on peut regarder le top 10 pour rappeler bien les places auxquelles ils ont terminé. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était Bonifacio, mais j'ai confié avec Nizzolo, le champion d'Europe. C'est Nizzolo qui règle le sprint derrière le petit groupe qui arrive. Un autre Italien. Un autre Italien, tout à fait. Avec donc Wout van Aert qui a terminé 3e, Mathieu Van Der Poel qui termine 5e et Julien Alaphilippe qui termine 16e, même pas premier français, parce que Julien Alaphilippe a coupé son effort au moment du sprint, et comme il y avait une arrivée à une quinzaine de coureurs, finalement, il n'a pas gagné. Alors, la question qu'on se pose, c'est finalement, et elle est presque un peu... elle est difficile à entendre, mais elle est quand même très très intéressante, c'est, sont-ils trop forts pour gagner? Moi, vous m'avez proposé cette question, elle m'a intéressé. Alors, pourquoi vous avez envie de vous poser cette question-là? Parce qu'on a vu avec la palette qu'on a faite, et notamment au moment de l'attaque de Stuyven, que ce qui permet à Stuyven de sortir, c'est en partie le fait que Van Aert, Alaphilippe et Van Der Poel soient trop concentrés sur eux 3. Et en fait, ils sont tellement effrayants
pour les adversaires, mais aussi entre eux. Entre eux-mêmes. Ils ont tellement peur les uns des autres entre eux, même si bon, ils le diront pas comme ça, mais on sait que ils se méfient les uns des autres dans ce petit trio, chacun avec des qualités différentes, même si Van Aert et Van Der Poel ont des profils vraiment très similaires. Ils ont tellement dominé les dernières semaines, j'ai envie de dire, que ce soit sur Tirreno Adriatico, sur l'Estrade Bianche, que ils se tirent une balle dans le pied à partir du moment où ils sont pas tous les trois isolés tout seuls. S'ils sont tous les trois devant, bon bah ils vont s'expliquer. Mais à partir du moment où ils n'ont pas réussi ça dans le Poggio, ils se retrouvent dans une situation où tout le monde va courir, pas contre eux, mais tout le monde va essayer de profiter du fait qu'ils se regardent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a la déclaration de Julien Lafilippe qui dit voilà, qu'il est différent de Van Aert et Van Der Poel, qui sont en effet beaucoup plus rapides au sprint. Il dit même si on a des points communs, on attaque beaucoup, on est parfois là, on ne nous attend pas. Et c'est pour ça qu'on nous compare. On les compare aussi parce qu'ils peuvent gagner à peu près le même type de course et parce qu'ils gagnent tous les trois beaucoup. Même si dans les chiffres, Alaphilippe gagne peut-être un peu moins sur ce début de saison, par exemple, que Van Der Poel ou Van Aert. Mais à partir du moment où on est un groupe de 10-12 coureurs comme ça, pour moi, ça paraissait compliqué pour Van Der Poel ou Van Aert d'aller gagner au sprint. Parce que forcément, il y allait avoir des tentatives autour. Et qui va faire l'effort à ce moment-là? On l'a bien vu, Van Aert ne le fait pas. Et il le dit à l'arrivée, il dit qu'il regrette de ne pas avoir fait l'effort sur Stuyven parce qu'il pouvait, il avait les jambes pour. Mais pourquoi il n'a pas fait l'effort? Parce qu'il a Van Der Poel et Alaphilippe autour et qu'il ne veut pas ramener ces mecs-là. Bon, il y a aussi Ewan qui rentre dans l'équation. Et c'est un peu pareil pour les trois. Et puis il y a toute l'histoire du Poggio avec un Van Aert un moment qui prend un relais, qui se retourne derrière lui, qui voit Alaphilippe, qui voit Van Der Poel et qui attaque pas. Contrairement à l'année dernière où finalement le Poggio était plus fluide dans la lecture avec Alaphilippe et Van Aert derrière. Et là, les deux se sont dit bon, là on y va. Il y a des courses qui font que les leaders sont épiés et ont une pancarte qui peuvent leur coûter la victoire. Milan-San Remo fait partie de ces courses. Et comme tu l'as très bien dit, à partir du moment où les trois n'arrivent pas à faire la différence avec les autres, moi je me suis dit que finalement la course a été déjà presque perdue, ou en tout cas qu'il y avait des possibilités pour les adversaires de les surprendre. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors après, vous me direz, mais bon, les pancartes, ça existe depuis toujours sur toutes les courses avec tout type de coureurs. Là, c'est quand même la première fois qu'on a une pancarte aussi établie avec trois têtes fortes. Et sur une course comme Milan-San Remo, il y en a d'autres. Paris-Roubaix, combien de fois Peter Sagan a perdu Paris-Roubaix parce qu'il avait la pancarte San Remo. Et San Remo, c'est ce que j'allais dire. Combien de fois Peter Sagan a perdu San Remo parce qu'il avait la pancarte aussi, parce que tout le monde attendait son attaque sur le Poggio, et quand il attaquait pas, et ben, ça arrivait au sprint derrière. Donc ça peut arriver, mais là, la grande différence cette année, c'est que ces trois-là, en plus d'être épiés par les adversaires, s'épient entre eux. Et ça peut leur coûter des victoires, évidemment. Vous avez, évidemment qu'ils gagnent, évidemment qu'ils ont déjà gagné des classiques. Quand les trois sont alignés sur des classiques, ils ont tout remporté, que ce soit l'Estrade Bianche cette année ou l'année dernière, le Tour des Flandres, Milan-San Remo. Ils ont toujours remporté. Mais il y a aussi des courses où ils ont perdu. Moi, l'exemple de Gand-Wevelgem, si on l'associe à ce qu'on a vu sur Milan-San Remo, Gand-Wevelgem de l'année dernière, où Van Aert fait perdre Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel est un peu limite d'ailleurs sur cette course, mais ne veut pas faire un effort. Van Aert ne veut pas amener Van Der Poel. C'est Mads Pedersen qui gagne avec Trentin parce que justement ils ont profité de ça, un peu comme Stuyven a profité de ce marquage samedi. Et moi j'ai quand même l'impression que ces deux-là, qui ne sont pas les meilleurs amis du monde non plus, même s'il y a un respect mutuel, et peut-être que si en plus tu ajoutes Julien Lafilippe dans l'équation, tu te retrouves avec un scénario un peu pareil. Évidemment, il y a des courses comme le Tour de Flandre où c'est toujours le meilleur devant. Les Flandriens, en règle générale, les vrais. Encore, ils arrivent à deux, avec Alaphilippe qui est en plus tombé. C'est ça, parce et que voilà, ils doivent s'expliquer à deux. Et de toute façon, les trois avaient réussi à s'échapper. Et pour le coup, ils se seraient joué la victoire comme finalement ils se la sont joués à deux. Et Oliver Naesen qui dit là que voilà, ils vont pas dominer toute la saison et qu'il imagine qu'il y a un moment où un des trois ne va pas passer le relais. C'est exactement ça. Au début, c'était un peu marrant, entre guillemets, où c'était un peu l'attraction. Regardez, ces trois-là, ils peuvent tout gagner. En plus, avec leur profil, ils peuvent quasiment gagner chaque semaine la grande classique. Mais au moment où tu arrives sur les classiques avec un grand enjeu, comme c'est le cas sur Milan-San Remo, la pression elle est démultipliée, malgré le fait que Alaphilippe et Van Aert ont déjà gagné. Bon, bah, c'est San Remo, tu as envie de gagner un deuxième monument. Et du coup, tu te regardes beaucoup plus. Alors que quand tu es sur Tirreno, ou même l'Estrade Bianche, j'ai envie de dire, qui est une très belle course, mais qui n'est pas un monument, bah, c'est plus facile de faire ta course de manière naturelle, sans trop te regarder, parce que voilà, si tu perds une étape de Tirreno Adriatico, c'est pas très grave, surtout quand tu es un coureur autant habitué à gagner. Mais si tu perds San Remo, ça devient tout de suite beaucoup plus problématique. Donc tu te regardes davantage, tu réfléchis davantage et tu perds.
Mais est-ce que finalement, on dit trop fort pour gagner? C'est vrai que les 3 hommes, individuellement, ont été très forts, en début de saison. Mais est-ce que aussi sur ce Milan-San Remo, ils n'ont pas véritablement fait une erreur tactique qui a été, de mettre un tempo assez régulier et assez tranquille pendant une grande partie de la course? Ils ont roulé, ils ont mis chacun un équipier, on l'a vu tout à l'heure, tranquille. Et puis en fait, quand ça s'est durci, ils se sont un peu éteints en termes d'équipiers. Ça Momen en a mis une, mais qui a pas non plus été, exceptionnelle. Mais ils ont pas tant durci que ça, Paul. Alors, est-ce qu'ils se sont pas tirés une balle dans le pied, avec cette manière de courir-là, de dire: «OK, regardez, on roule, on contrôle, on est là, on est présent, c'est nous les favoris» et les autres se sont dit: «Bon, en fait, on va se faire tout petit» et derrière, en fait, ils ont fait travailler personne, hormis les Ineos et tout le monde peut un peu en profiter beaucoup plus facilement sur des courses moins sélectives comme Milan-San Remo. Je sais pas, moi je pense que le problème, on l'a dit tout à l'heure, le problème c'est Pupogana qui met un rythme fou dans ce Poggio, mais un rythme vraiment plat. Moi j'ai le souvenir du travail de Gilbert et Stibar pour Alaphilippe, où ça attaque le Poggio au bout d'un 500 mètres, 1 kilomètre, où ça attaque plein fer. Et là tu mets en difficulté les sprinters. Et là, tu peux savoir, même parmi tes adversaires, qui est en forme, qui ne l'est pas. Là, tu ne l'as pas su. Alaphilippe a accéléré un peu tardivement, suivi facilement par une dizaine de... Facilement, tout est relatif, hein, évidemment. Suivi, mine de rien, par une dizaine de personnes avec qui il passe le sommet du Poggio. Moi, je pense que oui, la stratégie de base était pas bonne, mais et ça découle aussi du fait que les trois ont peur les uns des autres. Alaphilippe attaque pas autant parce que l'année dernière, justement, il a attaqué et il s'est fait surprendre par Van Aert. Là, quand il a Van Aert dans la roue, il s'arrête. Et Voilà. ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous fait les erreurs tactiques, que ce soit le placement de Van Der Poel, que ce soit Alaphilippe qui à l'ouverture, qui se referme au moment où il veut attaquer, Van Aert qui fait pas l'effort quand Stuyven sort. Mais ils ont tellement un passif aujourd'hui et ils sont tellement installés maintenant dans le peloton. Ils ont tous remporté des monuments. Ils ont tous des titres de champion du monde, que ce soit sur route ou en cyclocross. Ils se sont déjà affrontés sur pas mal de courses. Il y avait les mondiaux l'an dernier. Il y a eu bon, Alaphilippe, Van Aert, ça s'est beaucoup vu déjà depuis 2 ans. Il y a eu le Tour des Flandres avec les trois et à la fin Van Aert, Van Der Poel. Et du coup, une fois que tu as déjà été Alaphilippe, tu as déjà gagné San Remo, tu attaques dans le Poggio, tu vois que tu as Van Aert dans la roue et que c'est très risqué parce qu'il sprint en théorie plus rapidement que toi, tu coupes ton effort et tu t'arrêtes. Mais ça, tu peux te le permettre parce que tu es aujourd'hui Julien Alaphilippe, champion du monde, et que tu as déjà gagné Milan-San Remo. Le même Alaphilippe, il y a 3 ans, quand il a Sagan dans la roue, bon, bah, il est content d'avoir Sagan dans la roue parce qu'il est encore un jeune coureur qui n'a pas gagné de monument, qui doit prouver. Et donc, même s'il a Sagan dans la roue, il continue, il y va. Et bon, finalement, ils y vont avec Kwiatkowski, et, bon, il y a 4 ans, pardon, avec Kwiatkowski et Sagan, ils y vont à 3. Et Alaphilippe perd, mais ça sonne pas comme une défaite à ce moment-là. Alors que là, s'il emmène Van Aert dans la roue et qu'il se fait aligner au sprint, bah, on va lui dire qu'est-ce que tu as fait tactiquement. C'était évident que Van Aert allait t'aligner. Et donc, il s'adapte. Et aujourd'hui, il n'a pas les mêmes attentes. Et entre guillemets, il prend le risque de perdre un Milan-San Remo parce qu'il veut jouer il veut le jouer d'une autre manière. Parce qu'il sait que ses chances sont plus grandes s'il attaque dans la descente, par exemple. C'est ça. Et le problème aussi de ce débat, c'est le profil de ces coureurs, et notamment de Van Aert et Van Der Poel, qui sont capables de t'en mettre une sur les pentes et aussi de t'aligner au sprint quoi qu'il arrive. Ça devient très compliqué et pour les adversaires, et même pour Julien Philippe, et même entre eux, de manœuvrer. Wout Van Aert, il ne veut pas amener Van Der Poel comme il l'a amené. Et Van Der Poel ne veut pas amener Van Aert. Et voilà. Et parce que ça va s'inverser. L'un va battre au sprint l'autre un jour, puis ça va s'inverser la semaine d'après. Mais les deux sont capables de les battre, de se battre au sprint. De se battre les uns les autres. Voilà, moi je trouve que Van Aert, moi j'ai une petite préférence quand même pour Mathieu Van Der Poel, si on doit comparer les deux. Mais je trouve que Van Aert n'est jamais le dernier pour faire des efforts. Et je trouve qu'il a beaucoup perdu certaines fois. On voit la photo du Tour des Flandres l'an passé, à justement faire trop d'efforts et à justement emmener trop d'adversaires, peut-être un peu trop sûr de sa force aussi. Et c'est pour ça qu'à Gent-Wevelgem l'an passé, il ne décide de plus prendre un relais parce que c'était le plus fort. Il avait 10 km avant de laisser passer sa chance, il avait sauté sur toutes les attaques. Van Der Poel ne mettait pas un coup de pédale dans sa roue. Il a dit OK, tu veux jouer à ça, et bon, on va perdre tous les deux. Et ils avaient perdu tous les deux. Et j'ai peur. Pour le coup, ça fait un spectacle fou à chaque fois que ces deux-là sont en course. Mais on peut assister encore à des affrontements comme ça. Quid de Paris-Roubaix déjà. Moi, je pense que sur le Tour des Flandres, ils seront... la sélection, elle se fait naturellement. C'est vrai. Ils vont se retrouver. Je pense que ça m'étonnerait qu'on les retrouve pas devant assez rapidement et qu'ils se bataillent pas pour la victoire comme on l'a vu l'an dernier. Paris-Roubaix, avec cette dose un peu, avec ce côté un peu aussi hasard, avec tous les problèmes mécaniques que tu peux avoir.
ça va être intéressant de voir les physionomies de course, même les grands Wevelgem, le Grand Si ça a lieu. Mais bon, même, si ça a lieu, malheureusement. évidemment, si ça a lieu. le Tour des Flandres, tu parles de s'isoler en tête, c'est vrai que ça arrive régulièrement, les attaques de loin sur le Tour des Flandres, mais si un outsider part à 50 bornes dans le vieux Quarmont, qu'est-ce qu'ils vont faire? La question va se poser de la même manière. C'est une course Et beaucoup là, plus dure et qui part de plus loin. et là, Et du coup, justement- des gars peuvent. Tu peux Parce pas que quand tromper t'es- les gens quand comme t'es tu tout peux seul- le tromper sur le Poggio, sur un effort de 10-15 minutes finalement. Là, l'effort, il dure 3 heures, tu vois, Ouais. 2 heures peut-être. Ouais, mais Et t'es pour pas s'arrêter à l'abri pour- qu'ils se pour regardent aussi, s'arrêter, t'arrives au Romain, Paterberg, c'est à 13 bornes. Pour s'arrêter sur Van Aert particulièrement, sur une course telle que Milan-San Remo, est-ce que aussi il n'a pas pâti d'une absence d'un Tom Dumoulin qui était déjà fait 11e de Milan-San Remo, et là on a vu qu'il avait une équipe qui était entièrement tournée vers lui, et finalement il n'y avait pas de deuxième coureur dans son équipe qui était capable de gagner, et au final il n'y a pas un moment où il a pu dire bon moi je ne roule pas du tout, et j'attends que mon équipier y aille. Je pense pas, parce qu'ils étaient tous les trois dans la même situation, donc il n'avait pas un désavantage par rapport aux deux autres. Et donc, est-ce qu'ils n'ont pas chacun aussi cette faiblesse-là de ne pas avoir un autre coureur sur lesquels ils peuvent se reposer et de temps en temps dire bon bah moi j'ai une autre flèche dans mon équipe, donc si moi je gagne pas, Évidemment. c'est pas grave, Ouais, mon équipe gagne. ça peut jouer, Évidemment que si, dans un final de course, ils sont à 3, plus un quatrième homme qui est le coéquipier d'Alaphilippe ou de Van Aert ou de Van Der Poel, celui qui a un coéquipier va se retrouver avantagé, mais la plupart du temps, ce ne sera pas le cas. Même si pour Quick-Step, ça pourrait arriver sur certaines courses, vu la densité de l'équipe. Je pense que Jumbo est un peu moins taillé pour les classiques. Ils n'ont pas la même équipe pour les classiques que pour les grands tours. Mais je pense que vraiment leur faiblesse, c'est pas tant de manquer d'équipiers, parce qu'ils étaient parmi les derniers Non, pas qui avaient des d'équipier, mais équipiers. d'autres leaders tels que pouvait l'être Tom Dumoulin, c'est peut-être une des raisons Moi, je pour pense lesquelles pas, Surtout que il les l'avait ferait pas- recruté. ça les ferait pas gagner parce que j'imagine, tu vois, on l'a vu le début de saison, Kuurne-Bruxelles-Kuurne avec Van Der Poel, guidon cassé qui se met à la planche pour Tim Merlier. On a vu Julien Alaphilippe se mettre à la planche pour Davide Ballerini la veille. Là aussi, tu as le côté équipe et ils seront contents de le faire, surtout si Ballerini ou Merlier gagnent. Mais s'ils ont d'autres, moi, là, de ce que je vois sur les équipes, s'ils ont d'autres cordes à leurs arcs, c'est pour se mieux en rôle de coéquipier parce que je ne vois pas d'autres profils que ça dans leurs équipes pour aller pour au moins les décharger d'une certaine Il n'y a pas façon et vraiment pour un deuxième leur permettre de leader. gagner. Là, si Parce que Merlier, personne n'est à leur niveau. en Merlier et fait. Ballerini passent, Van Der Poel et Alaphilippe se mis en coéquipier. Et évidemment, là pour le coup, Steven ne sort pas et ça se joue au sprint. Mais je ne vois pas encore dans les Ils effectifs sont pas passés. qui pourraient, les gens qui peuvent Ouais. passer et qui pourraient, Parce que- ou Alaphilippe parce que- pourrait se dire, de toute façon, ouais, moi j'ai ce gars-là, donc démerdez-vous. Parce maintenant. que aussi, ils sont tellement forts que s'ils décident d'attaquer, il n'y a normalement pas grand monde qui peut suivre. C'est ça. Donc ils sont censés, en cas d'attaque, se retrouver à 3. Leur principale faiblesse, c'est d'être 3, ce qui est beaucoup. On a souvent eu des duels où il y avait déjà ce problème de marquage, mais dans un trio, c'est encore plus problématique. On avait par exemple sur les classiques Bonnen-Cancellara, où on a eu sur une certaine période Sagan-Van Avermaet par exemple, mais c'était à chaque fois 2 hommes. On a rarement eu 3 coureurs comme ça, aussi forts, avec en plus, on a le fait que Van Der Poel et Van Aert ont des profils similaires, mais aussi que Alaphilippe est différent. Donc en fait, Van Aert va se méfier de Van Der Poel parce qu'il sait qu'il peut se faire battre au sprint, et il va se méfier d'Alaphilippe parce qu'il sait qu'il peut lui faire quelque chose de différent, attaquer dans une descente, dans une bosse. Il peut perdre sa roue dans le Poggio comme il a perdu sa roue à Imola Exactement. l'année dernière. hein. Donc en fait, Van Aert, il peut être battu sur un San Remo, il peut être battu par Alaphilippe d'une manière, par Van Der Poel d'une autre. Du coup, il a le cul entre deux chaises. Pareil Ouais. pour Van Der Poel. C'est ça. Et Alaphilippe, lui, il sait que s'il les emmène au sprint, il a perdu. Ouais, Donc parce il doit les lâcher dans le qu'Alaphilippe, Poggio. on s'en rend compte, ils ont fait 6 courses sur lesquelles ils ont été tous les 3 présents. Il y a 3 victoires de Van Der Poel, il y a eu 2 victoires de Van Aert, et donc il y a eu la victoire de Jasper Stuyven. Et il y a ce chiffre-là donc pour Julien Alaphilippe qui peut peut-être commencer à douter aussi. C'est 0 victoire quand les 2 autres sont présents. Paul, est-ce que... Attends, il a gagné à Tirreno, il a gagné une étape. Alaphilippe. Ah oui, c'est vrai. Ou- Ah bah c'était Ouais, celle-là. Van Alors Der on se Poel. demandait avec Ben, effectivement, il y en a eu une. Mais est-ce que c'est pas celui qui est peut-être le coureur le plus en faiblesse, on va dire, quand les 2 autres sont présents? Bah, Ou évidemment, est-ce qu'il doute, le tout problème, simplement, c'est sur les grandes qu'à courses? l'instant T, Julien Alaphilippe n'est pas meilleur puncher que les deux. En tout cas, il n'arrive pas à les sortir de sa roue assez. Je dirais, vous avez le contre-exemple du championnat du monde, mais il n'arrive pas à faire d'assez grosses différences pour les surprendre et pour créer des écarts importants avec ces deux-là. Et j'ai peur que plus le temps passe, moins ce soit le cas.
Et à partir du moment où il n'arrive pas à faire la différence et qu'il les amène au sprint les deux, oui, les deux sont meilleurs que lui au sprint. Mais Van Aert n'a pas gagné cette année sur des profils où Alaphilippe joue la gagne. Van Aert, il gagne un sprint sur Tirreno et il gagne un contre-la-montre. Donc il n'était pas face à Alaphilippe sur ces étapes-là. Van der Poel un peu plus, il gagne au Strade Bianche et sur Tirreno, une étape qui aurait pu convenir à Alaphilippe. Oui, non, mais j'avais oublié complètement l'étape du Tirreno, t'as raison. Julien Alaphilippe, par contre, là où il est plus fort que Van der Poel notamment, c'est dans ce côté tueur. Il sait gagner une course, il sait sprinter au bon moment. Bon, il y a aussi ce côté lever les bras trop tôt et perdre des courses, mais il la gagne il doit la gagner normalement, Liège-Bastogne-Liège. Bon, il a peut-être été déclassé avec l'affaire Hirschi, mais encore une fois, c'est lui qui passe la ligne en premier. Il sait gagner des courses, il sait battre dans des petits groupes, gagner. Est-ce que c'est pas trop faire encore Mathieu Van Der Poel? Je pense aussi à la Flèche Brabanson de l'année dernière, où Alaphilippe arrive avec Van Der Poel à l'arrivée, avec Benoît Cosnefroy. Van Der Poel, je sais pas ce qu'il branle, il lance son sprint, il se rassoit, il est gêné par Cosnefroy et c'est Alaphilippe qui gagne. Pareil à Tirreno cette année, Van Der Poel archi mal placé, alors qu'il est beaucoup plus rapide. Alaphilippe, t'as raison, t'as complètement raison. Après, du coup, sur la quantité, comme il sprint moins bien et que Van Der Poel peut gagner et Van Aert pareil peuvent gagner des sprints, sur la quantité de victoires à la fin de la saison, oui, tu vas avoir un petit différentiel en faveur des sprinters, mais c'est normal. Mais pour l'instant, Julien Alaphilippe n'est pas en capacité de punch sur des courses où il y a des petites difficultés, de faire la différence face à un Van Der Poel. On l'a vu sur l'Estrade Bianche, ou face à un Van Aert, on l'a vu sur le Poggio ces 2 dernières années. Et ce qui compte surtout pour ces 3 hommes-là, c'est les victoires sur les classiques. Si tu prends l'année dernière, il y en a quand même, il y en a une pour Van Aert, il y en a une pour Van Der Poel, il y a le championnat du monde pour Alaphilippe, donc il y en a eu pour tout le monde. Et si tu prends cette année, il y a eu l'Estrade Bianche pour Van Der Poel, et ensuite sur San Remo, il n'y en a aucun des 3 qui gagne. Donc on va dire il y a 1-0-0 sur les classiques. Après, tu peux considérer que les victoires sur Tirreno sont super importantes, mais je pense honnêtement que c'est pas l'objectif de leur saison. Voilà, là, ça démarre là avec Strade Bianche, San Remo, et on fera les comptes à la fin des classiques. Attention juste que ça fasse pas de jurisprudence. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a Milan-San Remo maintenant, Ganvé-Velgem. Il y a eu d'autres courses, il y aura d'autres courses. Voilà, il faut pas qu'ils tombent. Il faut pas que ces 3-là tombent dans le syndrome Sagan où ils décident vraiment de lâcher des courses parce qu'il en a marre d'avoir la pancarte. C'est possible. Hein. J'attends de voir ce qui va se passer sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix. Donc Paris-Roubaix, il y aura pas Alaphilippe, mais j'ai hâte de voir quand même. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas les seuls à se poser des questions, et notamment on termine avec cette déclaration d'Arnaud Démare qui se pose la question parce que cette puissance de 3 hommes fait que les autres coureurs commencent à se demander comment gagner. Jasper Stuyven a trouvé la solution et a peut-être donné des idées. Et Démare disait, derrière Van Der Poel, Van Aert et Alaphilippe, le niveau est très homogène. Comment les battre? Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent aujourd'hui se poser la question, mais peut-être effectivement que Jasper Stuyven a donné des solutions et a montré que désormais c'était possible. À partir du moment où il ne te lâche pas dans la difficulté, c'est-à-dire, admettons, il ne lâche pas les adversaires dans le vieux Quarmont, dans le Paterberg, sur un Paris-Roubaix, dans le Carrefour de l'Arbre, à partir du moment où tu as suivi dans la difficulté, comme c'était le cas au Poggio, l'attaque que tu vas placer, ça va être le même scénario à chaque fois. Ouais. À chaque fois qu'un mec va attaquer et qu'il y aura les 3 dans le groupe, qui va faire l'effort? Voilà. Et ça va être le même problème à chaque fois. C'est pour ça que je parle de jurisprudence. Parce que là, la jurisprudence Stuyven, maintenant, ça montre à tout le monde. Mais encore une fois, je cite Ganvé-Velgem parce que c'est exactement le même scénario. Mais quand ces 2-là, voire ces 3-là sont ensemble, il faut les attaquer parce qu'ils vont se regarder derrière. Ils vont se regarder entre eux. Et du coup, moi, c'est pour ça que ça m'inquiète. Ils risquent de laisser passer des grandes victoires parce qu'ils sont trop forts. C'est exactement la question du débat. Ils sont trop forts. Du coup, ils se regardent entre eux. Les autres les regardent. Mais par contre, dans des finales, Stuyven va prendre sa chance. Pedersen, Trentin vont prendre leur chance. Et il y a des victoires qui vont leur échapper. Après, Paul, ça permettra aussi tordre le cou à certaines idées, comme quoi ce sont toujours les mêmes qui gagnent, et comme quoi le vélo, même quand il y a 3 hommes qui sont largement au-dessus du lot individuellement, les scénarios de course, et tactiquement, il y a des solutions pour gagner. Et Stuyven, Pedersen, Trentin l'ont montré. Et plus il y a de pression, plus il y a d'enjeux, et plus il y aura de possibilités, je suis persuadé. Sur les plus petites courses, donc Tirreno n'est pas une petite course, mais c'est moins important pour eux, ils ont tout pris. Et sur Milan-San Remo, où plus de pression, plus d'enjeux, une course d'un jour, si on se rate un jour, on ne peut pas se rattraper le lendemain. Et là, c'est plus compliqué. Et ce sera pareil sur toutes les classiques, je pense. Il y a un côté, pour finir, moi, j'y crois plus trop, notamment avec la Jumbo, mais tu as un côté pic de forme, avec des coureurs qui ont fait du championnat du monde de cyclocross leur objectif, qui ont été très forts en début de saison. Tu as Van Aert qui sort aussi d'un stage en altitude à Tenerife.
pour d'autres objectifs. On va voir comment tout ça s'imbrique dans leurs objectifs aussi personnels, en vue notamment du Tour de France, notamment pour Van Aert, et aussi des Jeux Olympiques, l'objectif principal de Van der Poel cette saison. On a fait le tour de ce débat. Dites-nous votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. Quant à nous, on passe au bonus. C'est parti. Les bonifications du jour, on va se tourner vers la prochaine étape. Alors, il n'y a pas de classique cette semaine, enfin, pas de monument. Ce sera dans 2 semaines. Il y a des classiques quand même. Oui, il y a des classiques. Il n'y a pas de monument, je voulais dire. La classique. Il y a des classiques très intéressantes, mais il y a aussi le Tour de Catalogne qu'on aime toujours regarder. Et ça, c'est des courses pour Polo, ça. Ah, j'adore. Ouais. T'as dit quoi? C'est des courses pour Polo, ça. Ah, j'adore. Ça monte, il y a un plateau incroyable. Là c'est mon cyclisme. C'est vrai qu'il y a un plateau intéressant. Tu vas nous dire d'ailleurs la raison pour laquelle tu veux absolument regarder ce Tour de Catalogne. Et on va regarder une des étapes, notamment qui fait la force du Tour de Catalogne, avec des beaux petits pourcentages. Voilà, ça c'est il y a des petites cuisses qui vont chauffer avec le port d'El Canto, le port d'El Canto 2 fois même, par des versants différents, et le port Aîné. Voilà, c'est montées qui font très peur. En plus, les profils des Italiens, ils savent faire, ils mettent des montées noires. Comme ça, on dit que c'est très dur. Les Espagnols, qui étaient oui, j'ai dit. Joseph, il n'est pas imprégné encore de la culture. Des Catalans. Il peut partir assez longtemps. Si on veut même chipoter. Leur faire plaisir, même, on va dire. Voilà. Donc, il y a des étapes qui sont très intéressantes. Rendez-vous jeudi pour cette étape-là. Et il va y avoir une start list intéressante aussi, Polo. Bah ouais, clairement. Moi, c'est pour ça que je vous ai proposé de faire ces bonifs-là, parce que mine de rien, même si on sort quand même d'une actu vélo assez folle, notamment, on vient d'en parler assez longtemps. Il y a quand même des coureurs sympas, et notamment moi ce que j'ai envie de voir, c'est le retour de Marc Hirschi sous son nouveau maillot. Il a défrayé la chronique ces derniers mois, il a fait une petite interview la semaine dernière, il a dit qu'il venait chez Team UAE pour le côté sportif, pas pour l'argent. Pas pour l'argent, ni pour d'autres raisons plus ou moins obscures. Pour se faire vacciner, c'est tout. Voilà, pour se faire vacciner aussi, parce que c'est que le Team UAE s'est fait vacciner assez tôt cette saison. Je pense pas que ce soit pour ça non plus, mais quoi qu'il arrive, Marc Hirschi est un coureur de talent, est un coureur qui a pas mal défrayé la chronique ces derniers mois. Je suis curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire sur cette course, sachant que même s'il y a des belles arrivées, on a parlé de Valter 2000, on a parlé de l'étape que tu nous as montrée, il y a quand même cette étape classique de Barcelone qui lui convient parfaitement. Tu as d'autres petites étapes vallonnées qui peuvent lui... La dernière étape, Barcelone-Barcelone. Classique, le circuit classique. Donc ce sera intéressant. J'ai très hâte de voir Marc Hirschi courir pour la première fois cette saison. C'est ça, ça fait un moment qu'on voit Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel, Roglic, les coureurs qui ont un peu roulé sur la saison dernière, et Hirschi pour l'instant était porté disparu. Donc, il sera avec McNulty et Rui Costa, donc une belle équipe de team. Il va y en avoir une autre de belle équipe, c'est la Team Ineos qui envoie du pâté. L'Armada, ouais. Incroyable. Ils ont rigolé un peu de ça sur les réseaux sociaux où Luc Rowe, en rigolant, qui sera le capitaine de route de cette équipe, disait que tout le monde allait rouler pour lui. Donc on a Adam Yates, on a Richard Carapaz, on a Geraint Thomas, on a Richie Porte, la nouvelle recrue qui revient donc chez Ineos. On a Castroviejo et Rohan Dennis pour les chronos, enfin pour le chrono, mais aussi, on sait, pour la montagne. On a vu Rohan Dennis qui avait fait des belles perfs en montagne sur le dernier Giro. Donc voilà, une équipe monstrueuse. Qui est le vrai leader? C'est la question, en fait. C'est pour ça que ça va être intéressant. Je pense qu'il y a 3 hommes. Richie Porte ne sera pas, pour moi, leader. En tout cas, il peut être le leader sur un Tour de Catalogne, mais il ne sera pas un leader à terme de l'équipe Ineos. Donc j'attends de voir entre Carapaz, Thomas et Adam Yates qui va prendre le leadership chez Ineos. Geraint Thomas, il a un statut entre guillemets à reconquérir, même si on ne l'a pas vu exceptionnel ces dernières semaines, il était un peu en retrait. Et entre Carapaz et Yates, il va y avoir un duel. Yates arrive dans cette équipe, Carapaz a beaucoup montré l'année dernière. Donc voilà, est-ce que Yates est capable de remettre en cause le statut de Carapaz? Un petit indice, on voit que quand Ineos indique son équipe, c'est Carapaz qui est mis en avant. Ils auraient pu décider de mettre 2 ou 3 coureurs, non, c'est Carapaz. Donc voilà, est-ce que ça veut dire que tout est décidé? Il n'a pas couru cette saison. Adam Yates a déjà montré qu'il était en forme. Et attention à Richie Porte aussi, mine de rien. Richie Porte, faut pas l'oublier. S'il est là, c'est qu'il a rapidement récupéré de sa chute. Ouais, donc on verra. Ça va être très, très curieux de voir comment ça va s'imbriquer tout ça. Quelques noms qui vont participer aussi à cette épreuve-là. Il y aura du Henrik Mas du côté de la Movistar. La Jumbo, on voit George Bennett, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk. Intéressant, Sepp Kuss qui vient de re-signer. Là, je pense que ce sera le leader. Bon, tu as quand même Kruijswijk et Bennett, mais j'aimerais bien le voir en leader quand même sur ce genre de course. Ils l'ont pas signé pour rien, la Jumbo.
Voilà, ça a fait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux ce week-end. Moi, j'ai quand même hâte de voir Sepkus aussi avec cette nouvelle cape. Pour la Deceuninck Quick-Step, il y aura du Joao Almeida. Et du côté de la Groupama, on envoie une équipe avec. Il y aura Attila Valter notamment à suivre avec Sébastien Valter 2000. Pour Valter 2000, ce que j'ai. Ouais, bravo. Et donc, du côté des équipes françaises, les autres équipes françaises, Nairo Quintana sera présent pour Team Arkea. Et il y aura aussi Clément Champoussin qui sera présent. Clément Champoussin qui donc sera forcément intéressant à suivre. Hein. Il a fait 4e dernièrement du Trofeo Laiguela. Il a égué gros début de saison. Glia. Voilà. Un bon début de saison, 2e de la Fonardèche Classique. Donc forcément, lui, ce sera un des Français qu'on attend, Romain. Tout à fait, pour voir ce qu'il donne sur une semaine en montagne avec un peu de liberté. Tu vous voyez gagner en un mot, du coup? Qui je vois gagner? Qui je vois gagner? Une bonne question, ça, Polo. Une bonne question à laquelle je vais te répondre, Nairo Quintana. Moi, je vais dire Yates. Comme ça, j'ai 2 chances. Et j'ai de très bonnes chances de gagner. Voilà, démerdez-vous avec ça. Toi, tu dis qui, Romain? J'ai dit Carapaz. Carapaz, oui, je t'ai pas écouté. Et faites-vous vos pronos à vous aussi dans les commentaires. C'est toujours intéressant à vous suivre. On vous lit tout le temps, de toute manière, dans les commentaires, toutes les remarques que vous nous faites. On vous lit tout le temps. Abonnez-vous à la chaîne First Team Sport pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos. On n'a pas de quiz là, c'est fini? On n'a pas de quiz aujourd'hui. C'est dommage que tu le fasses remarquer, sinon je te l'aurais dit qu'il y avait un quiz. Ne fais pas un qui suis-je rapide là, Joseph? Tu veux un qui suis-je rapide? Voilà. Allez, c'est validé par la régie, donc si c'est validé par la régie, on peut y aller. Je crois que Tom a la réponse en régie, visiblement. Allez, je ferme l'ordinateur. J'avais peur. Ouais. T'es à 2-0 en défaite, hein? Pas du tout, il y a 1-1. Non, il n'y a pas 1-1. J'ai gagné le premier, le deuxième, je l'ai gagné, mais je t'ai laissé une chance de rejouer. Moi, mais du coup, si tu as donné la chance de rejouer, il faut dire. Regarde-le, il fait le beau joueur, après il me met des semaines, il y a 2-0. Je te donne ta chance, mais si tu gagnes, ça compte pas. Voilà. Bon, qui suis-je? Je suis un coureur, du coup, je ne l'ai pas préparé plus que ça, mais on va le faire comme ça. Je suis un coureur actuellement âgé de 26 ans, je suis encore en activité, je suis né en 94. Et je suis connu pour ma relative grande taille dans le peloton, car je fais 1m93. J'ai un IMC pas inquiétant, mais de coureur cycliste, on va dire, parce que je fais 70 kg. Non, ce n'est pas Nils Politt. Combien de kilos il fait, pardon? 70 kg pour 1m93. Belle tige. J'ai commencé ma carrière en 2013. De plus? Du côté de la Rafa Condor. Tu as le droit de répondre. Ducati. Ah, bravo, bien Polo. joué. Yes. Bravo Polo. Allez, on en fait un autre parce que un seul ça. Pour que Polo perde. Pour que Polo perde. Visiblement, déjà, c'est moi qui propose le quiz. On va en faire 3 en tout. Quoi? Question suivante. J'ai actuellement 35 ans. Je suis plutôt sur la fin de ma carrière que sur le début. J'ai commencé ma carrière en 2005 du côté 35 ans. J'ai commencé du côté du Crédit Agricole où j'ai passé 4 ans avant de passer chez la Skill Shimano. Puis une année chez Belkin. J'avais oublié d'ailleurs que ce coureur était passé chez Belkin. Je suis un Français qui aussi a passé 3 ans du côté de la Direct Energy. Et je suis actuellement... Crédit Agricole. Et après, Crédit Agricole. Skill. Sojasen. Très dur à dire pour moi. Jonathan Hiver. Skill Shimano. Jonathan Hiver. Bravo. Très très bon. Bravo. Celle-là, elle n'était pas facile, franchement. Dès que je l'ai vu apparaître, je l'ai tout de suite... J'y suis tout de suite allé parce qu'elle est vraiment pas facile. non plus l'aurait pas eu en régie. Un partout. On termine sur un dernier qui suis. Je suis actuellement âgé de 32 ans. 32 ans. Je suis un coureur espagnol. Pas une légende du peloton, mais disons que c'est un nom qui revient assez souvent. Landa. Ce n'est pas Mikel Landa. Luis Leandro Sanchez. Ce n'est pas Luis Leandro Sanchez. Sanchez. Je suis passé chez Euskaltel et Euskadi. Je suis passé chez la Movistar, chez la Bahreïn. C'est Landa, non? Ce n'est pas Landa. Ce n'est pas Landa? Ce n'est pas Landa. C'est un coureur qui a une famille et connu, dira-t-on. Si. Parce qu'il a un frère dans le peloton. Izaguirre, putain. Quel est Izaguirre? Yon Izaguirre. Elle se fait battre là-dessus, Polo. Bravo. C'est Yon Izaguirre, du coup. C'est Yon Izaguirre. Yon, Polo. Oui. C'est pas Gorka? Pourquoi ce serait Gorka? Je sais pas. Il a ouvert la page Yon Izaguirre sur PCS. Exactement. Donc c'est forcément Yon Izaguirre. De toute manière, le premier frère qui a été donné, c'est Yon Izaguirre. Parce que là, c'était Izaguirre. Donc, comme il y en a deux. Non, mais c'était très proche. C'est marrant, c'est que la description correspondait carrément à Landa. Ouais.
Et bien voilà, ils ont fait à peu près les mêmes équipes. C'est vrai, ils ont pu se suivre, mais. Quand tu m'as dit légende du peloton, ça m'a un peu perturbé. Parce que... Ouais, quand même, on me dit, il n'y a pas de quiz, je propose un quiz. Je me dis, ok, on fait un qui suis-je, je gagne le qui suis-je. On me dit, non, finalement, on va en faire 2 de plus. Mais c'est l'avis que tu as choisi. Le chat se fera son avis. Après, moi, je prends cette victoire. Je te dis, je remets rien en jeu. J'imagine bien. Je prends cette victoire. J'imagine bien. La prochaine fois, Apollo, t'inquiète pas. T'inquiète pas, pas grave, c'est pas grave. La prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera très prochainement. On vous tient au courant sur tous nos réseaux sociaux. Il y a la pancarte de nos réseaux sociaux à la fin de l'émission qui va s'afficher. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Merci, Polo. Merci à toi, Joseph. C'était une très bonne émission. J'ai pris beaucoup de plaisir, que ce soit sur le débrief ou sur le débat. Dans le quiz un peu moins. Ça fait plaisir de quiz un peu moins, surtout que les règles n'ont pas été respectées. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Merci, Robin. Merci, Joseph. Toi, tu termines sur un sourire, ça fait plaisir. Bien sûr. Voilà. Toujours. Et moi aussi. Ciao, les rouleurs. Merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine. Bisous. Salut.